La science et l'opinion publique. Les relations entre ces deux entités-là est un vaste problème. Pour le traiter complètement, il faudrait remonter aux origines de la science avec, par exemple, l'époque de Newton et de Galilée, de regarder l'évolution de cette science et en faisant un parallèle avec la notion d'opinion publique, comment elle s'est constituée et comment elle a évolué, notamment avec les moyens de communication que sont les journaux et désormais les moyens de communication électronique. Cependant, ces relations-là, entre science et opinion publique, prennent un relief tout à fait particulier à notre époque actuelle, dans les années 2020, avec la pandémie du Covid-19. En effet, qu'est-ce que le public perçoit durant cette période? Il voit des scientifiques s'écharper, s'injurier, se traiter d'incompétence, ne pas avouer clairement leurs incertitudes et voir se faire des procès. Attitude très loin qu'on attendrait de personnes rationnelles qui cherchent à résoudre les questions. Et dans ces débats confus se prolongent à longueur d'heure ou de journée sur les chaînes d'information continue où l'on voit de pseudo-débats organisés par de pseudo-journalistes entre véritables experts et experts auto-proclamés qui ajoutent à la confusion. Dans le même temps, les gouvernements sont à la recherche désespérée de lumière dans cette confusion, essayant de trouver auprès des scientifiques des pistes pour essayer de traiter au mieux cette pandémie. Donc, on peut considérer que le public regarde de manière atterrée ces débats et cette confusion. Et dans les conversations privées, on le voit bien, il peut être amené à se poser la question de la validité de la démarche scientifique. Est-ce qu'elle est crédible? Est-ce que la science conduit vraiment à des certitudes, à des vérités? Et d'autre part, il faut quand même considérer que cette opinion a un poids, parce que nous sommes dans une démocratie, et que quelque part, l'opinion oriente et peut orienter les grandes décisions. Premièrement, on va discuter de ce que n'est pas la science. Il ne faut pas confondre la science avec la parole d'un scientifique, si célèbre, si compétent qu'il soit. Ce que dit un scientifique, ce n'est pas de la science. On verra plus tard quelles sont les conditions pour que ce soit une vérité scientifique. Donc, lorsqu'un scientifique annonce qu'il y aura moins de morts que par accident de trottinette, une affirmation célèbre, ceci n'est pas de la science, ce n'est qu'un point de vue d'un scientifique à une époque donnée. Ce que n'est pas la science non plus, ce que naïvement certains pourraient considérer comme étant une trajectoire très linéaire, à savoir que la société pose une question, pose la question aux chercheurs qui cherchent, qui trouvent et donnent la réponse, dans un processus très linéaire. Peut-être que, par exemple, le public est mal habitué avec, par exemple, des projets comme l'arrivée du premier homme sur la Lune, où Kennedy pouvait annoncer quelques années avant, nous allons envoyer un homme sur la Lune, les scientifiques se sont mis au travail, ils ont mis en place tout ce qu'il faut pour que, effectivement, un premier homme atterrisse allunisse sur la Lune. Eh bien, ce processus-là était linéaire et, en fait, n'était pas un processus de recherche scientifique. Ce n'était que la mise en place, la mise en musique de techniques déjà existantes. Par contre, traiter une pandémie, traiter un virus nouveau, pose des problèmes de recherche fondamentale qui font que nous sommes dans une démarche beaucoup plus erratique où il y a plein de fausses pistes, plein d'impasses, plein de recherches qui n'aboutissent pas, plein de pistes encombrées où on ne voit plus de liste de lignes directrices pour un jour peut-être, espérons-le, trouver une voie de sortie qui permet de dégager ce que nous dirons plus tard être un fait scientifique ou une vérité scientifique. Donc, commençons par étudier la démarche scientifique, pour comprendre quelles sont ces différentes étapes et comprendre que ce que nous entendons dans les moyens actuels, dans les moyens multimédia actuels, ce n'est que la mise au jour de processus tout à fait classiques dans la démarche scientifique. La seule différence, c'est qu'ils se font au grand jour actuellement. Tout d'abord, la démarche a une première étape qui est le travail de recherche qui se fait dans les laboratoires, notamment, publics surtout, privés parfois. Et à gauche, je mets en vert les différents critères de qualité de cette démarche-là. Et le travail de recherche suppose
de la rigueur et de l'intégrité de la part des chercheurs. Puis, si ce travail de recherche est productif, eh bien, ce travail va être publié dans une revue scientifique. Et ça, c'est l'étape de validation et de jugement par les pairs. Le travail ne sera publié que si un comité éditorial et si un jury d'experts du domaine considère que le travail est correct, qu'il est bien exposé dans l'article, que les méthodes sont bien claires et que les conclusions dérivent complètement du travail. Ceci, c'est un travail, mais un travail scientifique n'est pas de la science, n'est pas un fait avéré, et c'est une des confusions actuelles où l'on voit beaucoup dans les débats de personnes sortir du chapeau une publication, un travail scientifique, mais ceci n'est qu'un élément de discussion, n'est pas du tout une preuve. En effet, la première étape pour aller vers ce qu'on appelle les faits scientifiques reconnus, eh bien, c'est d'abord la notion de reconnaissance par les pairs, de consensus au sein de la communauté et de reproductibilité. C'est-à-dire un travail scientifique débouche sur des faits reconnus si d'abord il est reproductible, si des équipes différentes, indépendantes, peut-être avec des méthodes légèrement différentes, retrouvent les mêmes résultats, et que progressivement, au sein de la communauté scientifique des experts du domaine, se constitue un consensus pour dire oui, les conclusions de son travail scientifique sont avérées, c'est un fait scientifique reconnu. Mais un fait scientifique, ce n'est pas encore de la science. Ça peut être simplement la reconnaissance qu'il y a une corrélation entre deux observations. Par exemple, on le verra tout à l'heure, corrélation entre le fait de fumer des cigarettes et d'avoir des chances d'avoir le cancer. C'est un fait qui peut être reconnu, mais ce n'est pas encore une vérité scientifique. La dernière étape, que j'appelle l'étape de vérité scientifique, c'est lorsque des modèles, des théories, des observations forment un tout de connaissances cohérents qui rend compte d'un grand nombre d'observations faites dans la vie publique ou dans les laboratoires. Donc, une vérité est un ensemble, n'est pas simplement un fait, c'est un ensemble et qui a une grande cohérence interne qui fait qu'on peut s'appuyer dessus parce que notamment on a eu accès aux ressources et aux sources de ces faits scientifiques. Donc, travail de recherche, travail scientifique publié, ce n'est pas de la science, un fait scientifique reconnu est avéré, par contre la vérité scientifique, c'est la dernière étape sur laquelle on devrait tendre. Alors pour illustrer cette démarche, je prends l'exemple ancien et peu polémique de la dérive des continents. Il y a eu un travail qui a été publié dans les années 15 par un géographe allemand, Alfred Wegener, qui est passé relativement inaperçu, mais qui était jugé digne de publication, puisqu'il parlait du fait qu'il avait observé que les continents, lorsqu'on les déplaçait sur le globe terrestre, s'emboîtaient parfaitement tels des éléments d'un puzzle, et donc il avait émis l'hypothèse que ces continents résultaient de la fracture d'un continent initial qui ensuite, dont les morceaux auraient dérivé sur le pôle. Bien sûr, c'était une spéculation parce qu'il n'y avait aucun élément pour soutenir cette thèse. Il a fallu 30 ou 40 ans de recherche, d'études sismiques, de mesures magnétiques, de meilleure compréhension de la façon dont le globe terrestre évolue, pour avoir vers les années 60 ce qu'on appelle un consensus de la communauté scientifique qui a dit oui, c'est avéré, et c'est un fait, les continents ont dérivé, et il y avait au départ un grand continent qui a ensuite s'est fragmenté et a dérivé. Ce n'était pas encore une vérité, parce qu'il y avait encore de grandes interrogations sur l'origine et les mécanismes qui pouvaient conduire à un tel phénomène. C'est donc que plus tard, notamment dans les années actuelles, qu'on a une compréhension globale de la géodynamique du manteau terrestre, et donc qui permet, entre autres, d'expliquer le travail de Wegener, mais qui englobe ces observations et tous les travaux ultérieurs dans une vaste théorie qui est cohérente et qui permet de rendre compte d'un grand nombre de phénomènes actuels. Donc voilà la démarche telle qu'on pourrait imaginer qu'elle est la norme, et on verra que, notamment dans les sciences médicales, elle est beaucoup moins linéaire et beaucoup plus compliquée. Un premier exemple a été fourni, par exemple, par le lien entre le cancer et le tabac. Il y a bien sûr eu des travaux scientifiques assez importants, assez
assez nombreux qui ont été trouvés par des médecins ou des observations qui ont été faites dans des populations trouvant qu'il y avait un risque accru de cancer lorsque les gens fumaient. C'était des travaux qui étaient publiés. Mais déjà à cette époque-là, les industriels du tabac ont vu le vent tourner et ont essayé du mieux de leurs possibilités, et Dieu sait s'ils en avaient des possibilités, essayer de discréditer ces travaux pour éviter que l'on passe à la deuxième étape, à savoir au consensus, à savoir que la communauté scientifique se reconnaisse, oui, effectivement, il y a une corrélation entre le fait de fumer des cigarettes et d'avoir le cancer. Ceci a finalement été avéré vers les années 50, notamment par un suivi d'une cohorte de 40 000 médecins anglais qui donne un article de référence et qui établit la corrélation entre ces deux phénomènes et qu'on peut considérer donc comme avérée. La véritable vérité scientifique à ce sujet-là nécessite d'aller plus loin, nécessitait de savoir les origines dans le caractère cancérogène, quels étaient les éléments, quels étaient les constituants du tabac qui étaient cancérogènes. C'est tout un travail qui a été fait dans les années suivantes pour aboutir à une vérité scientifique relativement bien établie sur l'origine et les causes du caractère cancérogène du tabac. Déjà, on voit un processus un peu plus laborieux, notamment avec l'apparition de lobbying, dont on verra le rôle notamment dans les disciplines médicales. Donc, démarche scientifique. Quand on regarde les quatre étapes dont j'ai parlé, eh bien, à côté des éléments positifs en vert, à droite, vous allez trouver des éléments qui contredisent, qui aboutissent à ce que la démarche soit beaucoup moins linéaire que celle de la dérive des continents. Parce que pendant le travail de recherche, évidemment, ce travail de recherche, il peut être rendu difficile par des conditions financières, orienté par des pressions financières, orienté par des biais idéologiques, c'est-à-dire effectuer des recherches dans un domaine pour lequel on pense avoir des certitudes, pour les confirmer, et mettre de côté des recherches qui pourraient aller dans le sens contraire. Et puis, il y a tous les biais personnels liés aux soucis de carrière et d'honneur des chercheurs. Ensuite, le passage par la publication scientifique, reconnaissance par les pairs, eh bien, peut être perturbé par la notion de conflit d'intérêts, parce que qui est juge des travaux qui peuvent être publiés, ce sont des experts, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans le même domaine que les auteurs, et qui par conséquent peuvent être susceptibles de conflits d'intérêts. Et depuis des années récentes, depuis la dernière dizaine d'années, on a vu apparaître aussi des fléaux comme des revues bidons, dites prédatrices, des ghostwriting, c'est-à-dire des articles qui sont signés par des faux auteurs, etc. Pour passer ensuite aux faits scientifiques, on a vu que l'étape, c'est la reproductibilité des résultats et le consensus de la communauté scientifique. Et là, on peut dire que c'est le point critique et crucial de la démarche scientifique, puisque c'est à ce niveau-là surtout que les lobbying financiers ou partisans se mettent en place, justement pour empêcher ou pour donner l'impression qu'il n'y a pas de consensus politique, de consensus au sein de la communauté scientifique. Et enfin, le passage vers la vérité, eh bien, si les faits scientifiques sont reconnus, ensuite il suffit. Il y a tout un travail de recherche qui doit être fait pour donner la cohérence à ce fait scientifique et l'insérer dans des modèles, et on dirait maintenant des paradigmes qui sont valables, sachant que les vérités scientifiques, certes, sont établies et rendent compte d'un certain nombre de phénomènes à une époque donnée, mais s'il y a d'autres phénomènes qui apparaissent, d'autres observations, on peut trouver d'autres modèles qui prendront en compte ces nouveaux éléments. Donc, les vérités scientifiques s'empilent peut-être un peu comme les poupées russes, une nouvelle vérité devant reprendre en compte les résultats qui étaient liés à la vérité scientifique précédente. La première étape, travail de recherche. Et là, on va aborder un problème essentiel qui est clair dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Nous avons vu que le critère essentiel de qualité du travail de recherche, c'est sa reproductibilité des résultats, de manière indépendante des équipes, dans des contextes différents,
pour s'assurer que on a bien affaire à des faits, des observations objectives. Et on sait que cette étape-là peut être perturbée par notamment soit des biais personnels, voire des fraudes de la part des chercheurs, et toutes les pressions politiques ou financières qui peuvent essayer de perturber ce processus parce qu'ils mettent en jeu des intérêts partisans ou financiers. Et puis, il y a depuis quelques années un souci majeur qui vient aussi du fait que les chercheurs, pour leur carrière, sont soumis au fameux dicton de publish or perish, c'est-à-dire publie ou meurt, qui implique qu'ils publient régulièrement et de manière soutenue des publications, ce qui les amène à publier des résultats partiels, imparfaits, et donc de faire des publications qui sont non reproductibles et qui nuisent à la qualité du débat scientifique. Mais ceci, c'est valable pour toutes les sciences, et ça a été très bien documenté dans toutes les sciences. Il y a un problème particulier avec les sciences du vivant, du fait que les objets d'étude ne sont pas des atomes ou des tubes à essai ou des produits chimiques, ce sont des êtres vivants, et on va voir que les sciences du vivant introduisent des difficultés particulières dans la reproductibilité des résultats. En effet, la recherche médicale, la recherche traitant du vivant, repose sur deux piliers. Il y a un pilier d'abord du travail en laboratoire, ce qu'on appelle la recherche in vitro, c'est-à-dire l'activité expérimentale réalisée en dehors de leur contexte naturel et en conditions définies et contrôlées. Eh bien, la recherche in vitro est sans doute celle qui pose a priori moins de problèmes de reproductibilité, puisque ceci se constitue dans un milieu parfaitement contrôlé, qui fait qu'un laboratoire en Angleterre fera l'expérience, et a priori en Australie, on refera la même expérience dans les mêmes conditions, on devra retrouver les mêmes résultats. Donc a priori, la reproductibilité est plus simple à faire dans un contexte in vitro. C'est le cas par exemple dans le cadre de la pandémie, il n'y a pas de discussion sur l'organisation et le code génétique du virus. Le code génétique du virus a été décodé en laboratoire, on a étudié ses modes d'organisation, la façon dont il s'attaque aux cellules, ceci dans un contexte laboratoire, et il n'y a pas de contestation ou de débat virulent sur le fait sur cette observation-là. Donc c'est un fait, ce sont des faits scientifiques reconnus et qui ne posent pas de problème. Par exemple, il y a des études qui montrent dès des années 2019 que in vitro, la fameuse chloroquine a des effets inhibiteurs sur le coronavirus. Mais ceci dans un contexte in vitro, le contexte de laboratoire. Mais le problème de la recherche médicale, c'est qu'il faut passer ensuite aux organismes vivants, aux essais sur les hommes. C'est ce qu'on appelle la recherche in vivo, qui est donc un essai ou une thérapeutique ou clinique qui se fait sur des personnes humaines pour évaluer l'efficacité et l'adhérence d'une méthode diagnostique ou d'un traitement. Et là, c'est toute autre histoire. Parce que on va voir tout à l'heure que du fait de la variabilité du vivant, les études, la recherche in vivo sont beaucoup plus difficiles, et il est beaucoup plus difficile d'aboutir à un consensus sur des observations ou des faits. Ce qui fait par exemple que en mai 2020 et en juillet 2020 sont apparus dans deux revues a priori respectables, deux articles par des équipes a priori respectables, dont l'une concluait que la chloroquine est efficace contre le coronavirus sur des personnes humaines, alors que l'autre concluait au contraire que la chloroquine était efficace et dangereuse. Je cite ces deux articles parce que, pour mémoire, ces deux articles-là ont été extrêmement contestés. L'un a été retiré, l'autre aurait dû être retiré, parce qu'ils reposent sur des méthodes tout à fait critiquables et biaisées. Mais on voit qu'on peut aboutir assez rapidement dans les recherches in vivo à des travaux, pas des faits, à des travaux scientifiques contradictoires. En effet, la reproductivité des résultats dans le domaine du vivant est contrainte par de nombreux problèmes. D'abord, il y a des limites éthiques.
on ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi sur le vivant et encore moins sur l'humain. Je cite ici, par exemple, sans remonter à la médecine nazie, il faut voir par exemple que lorsqu'on a fait, dans le cadre du projet Manhattan, eh bien, les scientifiques américains ont voulu tester les effets du plutonium en injectant à des malades en fin de vie des doses mortelles. Ce genre d'expérimentation est tout à fait, bien sûr, prohibé. Et actuellement, les travaux de recherche médicale sont encadrés par des comités d'éthique qui vérifient que les expérimentations respectent la personne humaine. Et puis, chacun sait que les vivants sont très variables, il y a une très grande variabilité des vivants, et que si on fait des expériences de santé, si on étudie des phénomènes sur la santé, eh bien, il est clair que la santé est la résultante d'un très grand nombre de facteurs. Il y a énormément de facteurs qui peuvent influer sur la santé ou la non-santé d'une personne. Et quand on fait une étude d'un médicament, on cherche à isoler un paramètre dans ce problème multiparamétrique. Et c'est un travail très compliqué, statistiquement compliqué, qui peut conduire à des erreurs d'interprétation, sans compter le fait que il y a un phénomène psychologique bien connu qui est l'effet placebo, ou au contraire son effet nocebo, qui fait que suivant qu'on est dans une équipe qui cherche plutôt à prouver la validité, par exemple, d'un traitement, on aura des résultats en majorité plus positifs qu'une équipe travaillant dans l'hypothèse contraire, non pas forcément parce qu'il y a des erreurs ou des biais intentionnels, mais simplement par des effets d'influence, des effets psychologiques entre ceux qui font les expériences et les personnes qui sont expérimentées. Et puis, enfin, comme tous ces problèmes-là sont traités de manière statistique, il y a toujours des possibilités d'erreurs, de biais statistiques qui se cachent dans les expériences et qui peuvent conduire à des conclusions fausses. Je reviendrai sur la confusion notamment entre corrélation et causalité. Alors, un exemple pour illustrer ces problèmes de reproductibilité et donc d'être sûr de la validité des conclusions, comme j'aime bien un bon verre de vin rouge de temps en temps, eh bien, je suis tombé sur une étude ou une synthèse d'études qui concluait sur le fait que le vin rouge était bon pour le cœur. Donc là, tout à fait content de cette étude scientifique, mais comme on le verra plus tard, la notion de biais de confirmation m'a mis la puce à l'oreille. J'ai dit, mais est-ce que ça me plaît bien? Parce que ça me plaît, mais est-ce que ceci est vraiment ce sont vraiment des études confirmées? Alors j'ai fait des recherches et on trouve plus tard une étude épidémiologique où on a pris des tas de gens et on a demandé combien de verres ils buvaient par jour et on a essayé d'estimer la qualité de leur santé. Et on a vu une magnifique courbe qui montrait que quand on buvait absolument pas d'alcool, on avait un taux intéressant, mais avec un niveau de santé correct, mais que ce niveau de santé s'améliorait lorsqu'on prenait un ou deux verres. Bien sûr, ça se dégradait très vite lorsqu'on prenait trop d'alcool. Donc je disais, confirmation, c'est encore mieux. Là, à droite, on avait plutôt des études in vivo, c'est-à-dire on avait fait le raisonnement que les polyphénols sont bons pour traiter les problèmes de maladie de cœur. Il y a des polyphénols dans le vin rouge, donc le vin rouge est bon pour le cœur. Étude, disons, plutôt in vitro. Là, une étude in vivo, donc tout paraît être mieux dans le meilleur du monde, sauf que une autre étude plus récente a abouti au résultat inverse, dans la mesure où ils ont pu faire d'autres analyses, et en particulier critiquer l'enquête qui est ci-dessus, puisque cette enquête était biaisée statistiquement, dans la mesure où dans les catégories de personnes qui ne buvaient pas d'alcool, ils mettaient déjà les gens déjà malades, qui pouvaient donc ne pas auxquels l'alcool était interdit. Donc il était évident que le nombre de malades ne buvant pas d'alcool était artificiellement augmenté. Lorsqu'on traite ce biais statistique, on s'aperçoit qu'au contraire, que la courbe n'a pas de minimum, elle débute platement et puis augmente tout le temps. Donc il n'y a pas un effet positif net de boire un ou deux verres par jour de santé. Donc
un exemple typique comment les recherches in vivo s'entremêlent avec les recherches in vitro, comment les biais dans les recherches in vivo peuvent conduire à des résultats, et tout le travail compliqué pour aboutir à un fait scientifique avéré. Et ceci, on le verra plus loin, peut être aussi conditionné par des biais, on verra qu'on appelle les biais cognitifs. La deuxième étape, c'est la publication dans les revues. Alors là, on croit être du côté de la science rationnelle. C'est un principe vertueux, c'est-à-dire qu'un article, avant d'être publié, est analysé par des experts anonymes, et puis qui vont analyser cet article. Il y aura un comité éditorial de la revue internationale qui va analyser tout ceci et donner son bon à tirer ou pas. Donc ceci peut être un filtre pour filtrer tous les travaux qui ne sont pas de qualité. C'est un processus lourd parce que les délais, il faut du temps, il faut envoyer les articles, il faut que les experts aient le temps de les analyser. Il y a des boucles de discussion. Les experts souvent renvoient aux auteurs des questions, des éclaircissements. Il peut y avoir des refus. Donc processus lourd et coûteux, donc en temps et même aussi pour payer dans les revues. Donc il y a actuellement des processus de création d'archives publiques de travaux non publiés, mais qui sont importants pour l'information et qui ensuite devraient être validés par les publications dans les revues, avec revues par les pairs. Donc tout ceci paraît être le mieux dans le meilleur du monde. La science est protégée, tout ce qui est publié est de qualité. Hélas, le système est asphyxié. Il faut voir qu'actuellement, il y a plus de 2000 articles, disons, de travaux rendus publics sur le Covid-19 par semaine, 2000, 100 000 par an. Donc il est évident qu'il n'y a aucun système d'analyse. Les experts qui analysent les articles devraient passer leur vie et leur nuit et leur week-end à ne faire que ça, et ils n'y arriveraient pas à absorber la quantité d'informations qui paraît toutes les semaines. Deuxièmement, le système est asphyxié. Deuxièmement, le système est contourné, puisqu'il y a des revues qui ont vu le problème et qui sont créées artificiellement, qui sont des espèces de copies ou de clones des vraies revues scientifiques respectables et qui acceptent n'importe quoi et le publient. On en verra des exemples. Et puis le système peut être pollué par les conflits d'intérêts, puisque quand on est expert et qu'on analyse les travaux de ses collègues, qui sont quelquefois des compétiteurs, des concurrents, on peut être tenté de bloquer leurs travaux pour mettre en valeur les siens. Donc, le jugement par les pairs, c'est peut-être la meilleure des choses, c'est que la démocratie, c'est la pire des choses à l'exclusion de toutes les autres. Alors pour illustrer l'engorgement du système avec la Covid-19, vous avez à droite ici des courbes. Alors il y a, suivant les banques de données des médias, il y a différentes valeurs, mais vous voyez que le nombre cumulé de publications de janvier 2020 à novembre 2020 augmente de manière absolument linéaire pour atteindre de l'ordre de 160 à 200 000 à la fin de l'année, tous travaux confondus, certaines bases de données plus limitées aux travaux publiés étant un peu plus... mais disons, on a face là à un niveau de publication jamais vu dans l'histoire. Et ceci se traduit par quoi ? Se traduit par le fait que le principe de jugement par les pairs est actuellement contourné ou asphyxié. Ça se traduit par quoi ? À gauche, ici, vous avez une première courbe en ocre, en rouge, qui montre le délai classique qu'il y a entre la soumission d'un article dans une revue et sa publication dans les années 2009, pré-Covid. Vous voyez qu'il faut en moyenne 100 jours pour qu'un article soit accepté pour publication. Il y a des fluctuations, mais la moyenne c'est 100 jours. À droite, on est en période Covid. Donc vous retrouvez en ocre une courbe légèrement décroissante qui est l'ensemble de tous les travaux. En grisé bleu, vous avez au-dessus les travaux non Covid, dont on voit qu'ils suivent la tendance classique de 100 jours pour être validés, alors que les travaux Covid, sur le Covid, le temps d'analyse est dramatiquement réduit. Pour certains, en février, par exemple, il était réduit à 10 jours. Personne ne peut raisonnablement penser qu'en 10 jours, on soit capable de filtrer et d'analyser, d'étudier
voire de demander des corrections sur un travail scientifique. Donc là, il y a eu un laisser-aller, un laisser-passer de tas de travaux qui n'en valaient pas, qui n'étaient pas corrects, et ça s'est traduit par un certain nombre de fausses informations, de rétractations que dont le public n'était pas toujours informé, et quand il était informé, cela lui le renforçait dans son idée que les scientifiques disent un peu n'importe quoi et qu'il n'y a pas de vérité scientifique. Alors, un exemple de faille du contrôle par les pairs, bon, ça c'est un exemple qui est peut-être humoristique. Ceux qui parlent l'anglais, je les encourage à lire cet article-là, qui a été publié dans une revue au nom ronflant, Asian Journal of Medicine and Health, qui est en fait qu'une copie prédatrice d'une autre revue respectable, et qui a accepté un article sur le rôle de l'hydroxychloroquine contre les accidents de trottinette. Donc on voit que même dans une revue de bas de gamme, un tel article puisse être publié, voit le niveau à lequel nous sommes. Et même des revues beaucoup plus prestigieuses, comme le Lancet, par exemple, avaient laissé passer un article, ou laissé passer des articles, ou des journaux prestigieux, ou des chercheurs, comme les chercheurs de Harvard et Yale et Stanford, qui sont des universités prestigieuses, se sont laissés aller à des conduites contestables, soit accepter des articles sans avoir vérifié leur pertinence et leur qualité, ou au contraire, en tant que chercheur, d'avoir publié dans des revues qui ne satisfont pas les standards habituels. Tout ceci aboutit à un brouillard, un brouhaha de publications avec des conclusions diverses et variées qui nuit complètement au débat. Alors pour illustrer la jungle des journaux scientifiques et pour illustrer actuellement ce qu'on appelle le système de prédation, un journal prédateur, c'est un journal qui imite au mieux un journal sérieux et de référence et qui en même temps publie n'importe quoi moyennant finance. Donc vous avez ici les deux sites de deux journaux, l'un complètement bidon et l'autre qui est, disons, un journal de référence et respectable, même s'il y a des failles. Eh bien, si on est dans le grand public, il est absolument impossible de voir la différence entre les deux et de voir que le BJMHR est bidon et est un journal prédateur, alors que BMJ est un journal de référence. Donc, difficulté, le filtrage de la publication est engorgé, notamment en période de Covid-19. Troisième étape que nous avons vue, c'est le consensus. Comment peut-on aboutir à un consensus sur des faits, ou des observations ou des traitements, si l'on parle de médecine? Alors, il y a un vrai travail qui demande du temps. On l'a bien vu avec le traitement, quand on regarde l'histoire du traitement du sida, il a fallu attendre de longues années afin de comprendre que c'est la trithérapie qui était le remède le plus efficace pour le traitement du sida. Et désormais, c'est un fait scientifique qui n'est plus contesté par personne, même si on cherche toujours à l'améliorer. Pour retarder ce consensus, il y a des tas de stratégies qui ont bien été documentées, c'est-à-dire créer de faux débats, faire des publications bidons qui contredisent les résultats communément admis, et puis donner un poids exagéré aux positions ultra-minoritaires. Ça, c'est un grand jeu dans les débats télévisés, de dire « Attention, vous dites ça, mais j'ai trouvé une publication dans un journal international qui dit le contraire ». Ça s'appelle, en anglais, « cherry picking » ou la cueillette des cerises. C'est-à-dire que vous avez un immense plateau de cerises et vous choisissez une cerise parmi les milliers, celle qui vous convient. C'est une parabole pour expliquer les personnes qui, dans les milliers de publications plus ou moins valides qui sont actuellement disponibles au public, sortir celle qui, évidemment, même si elle est ultra minoritaire et complètement bidon, soutiendra votre point de vue. Par exemple, il est possible, dans une manière sans être contredit, de dire qu'il y a une équipe internationale qui a publié dans un journal international une étude prouvant que la technologie 5G, téléphonie mobile,
pouvait induire le coronavirus dans les cellules de la peau. Donc là, on est dans le pire de ce qu'on peut imaginer, à savoir que la technologie 5G crée le virus dans les cellules de la peau. C'est évident que... Et ça a été publié dans une revue bidon qui a toutes les allures de la respectabilité. Donc, cherry picking, c'est la pollution actuelle la plus courante dans les débats, c'est-à-dire, pour donner l'impression qu'il n'y a pas de consensus, sortir du chapeau une revue, un article parmi des milliers d'autres, et pour leur donner un poids qu'ils n'ont pas, voire qu'ils ne méritent pas du tout, pour aboutir à la conclusion que le consensus n'existe pas. Alors, de tout ce qui se passe, de tous ces éléments que j'ai discutés, qui rendent la démarche scientifique, notamment dans les sciences du vivant, compliquée, erratique, apparemment brouillonne, où en est-on actuellement en décembre 2021 pour le Covid-19 ? Eh bien, on peut dire qu'il y a une vérité scientifique, c'est-à-dire que le code génétique du virus et son mode d'action au niveau de la cellule est une vérité, il est avéré. Il y a bien sûr des tas de travaux pour préciser, mais c'est quelque chose qui est un fait scientifique avéré et qui n'est pas discuté. Les vaccins présentent une certaine efficacité contre le virus, même si c'est discuté, c'est quand même un fait sur lequel il y a un fort consensus dans la communauté scientifique, même si certains sortent de temps en temps des publications pour mettre ceci en cause. Voilà pour la prévention, mais pour le traitement, il y a énormément de travaux actuellement pour chercher des molécules qui seraient efficaces pour le traitement, pour traiter les malades actuels, un petit peu dans la manière analogue à la trithérapie contre le sida. Et je pense que assez rapidement, on devrait aboutir à un fait scientifique reconnu, c'est-à-dire un traitement efficace qui serait reconnu par la communauté scientifique. En revanche, il n'y a pas de vérité globale, on n'a pas de solution pérenne pour traiter les pandémies, et notamment celle du Covid-19. Alors au bilan de tout ce travail de cette analyse, de cette dissection de la démarche scientifique avec tous les problèmes, quel est l'outil de base sur lequel on devrait se baser? C'est le doute scientifique. C'est l'arme absolue. Douter de soi, douter de ses travaux, douter des travaux des collègues, à chaque fois se remettre en cause, c'est l'arme absolue de la recherche. Et ça, déjà, Claude Bernard, au siècle, même au XIXe siècle, disait « Le vrai savant, il doute de lui-même et de ses interprétations, mais il croit à la science ». Gaston Bachelard, qui est un philosophe du début du XXe, lui, enfonçait le clou en disant « Dans sa démarche, le scientifique devrait se défaire de toute opinion personnelle et de toute subjectivité. » Donc, le doute. Sachant que ceci, c'est à l'opposé de ce qu'on appelle l'hubris, qui est un mot grec savant, qui est l'équivalent d'avoir le melon. Et donc, le danger, et on le voit tous les jours dans les actualités, le danger d'un scientifique, c'est de croire en lui-même et de ne pas et de ne pas se remettre en doute, et de ne pas avoir une analyse critique par rapport à ses actions et par rapport à ses travaux, et donc de mettre en danger la croyance qu'on doit avoir dans la science et dans la marche vers la vérité. Mais le doute, c'est aussi le talon d'Achille de la recherche. Autant il est nécessaire pour faire le travail de recherche, c'est son talon d'Achille, puisque l'objectif c'est d'aboutir à un consensus scientifique sur des faits. Eh bien, le doute, c'est l'arme absolue pour lutter contre ce consensus. Empêcher ou retarder la construction du consensus, c'est facile. Discréditer des études scientifiques ou les scientifiques qui les publient. Véhiculer de la fausse information. Promouvoir des études ultra-minoritaires, ce que j'appelais la cueillette des cerises. Entretenir la confusion et le doute. Affirmer à tout bout de champ que mais non, il n'y a pas de vérité, mais non, ce que l'on vous dit est faux, il y a une publication taïwanaise qui dit le contraire, etc. Donc il y a tout un ensemble, ce brouillard, vous le voyez actuellement dans les communications, notamment dans les débats télévisés, qui est flagrant. Ceci a pour un objectif qui est de retarder la construction du consensus qui pourrait permettre d'établir les faits. Et ceci a été très documenté
notamment dans l'ouvrage qui est ici, dans l'histoire de la recherche, les liens entre le tabac et le cancer, il a été très démontré que de manière systématique et parfaitement organisée, les industriels du tabac ont organisé le doute pour retarder autant que possible l'établissement du fait que le tabac était cancérogène. On observe aussi ce genre de démarche dans les adversaires du rôle de l'homme dans le réchauffement climatique. Alors, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu la démarche scientifique dans toute sa complexité, avec tous ses problèmes, avec toutes ses failles possibles. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans la recherche, dans la science et la recherche scientifique? Et quelquefois, on peut entendre dans les débats et dans l'opinion publique des sérieuses inquiétudes à ce sujet. Et pourtant, malgré tous ces aléas, la recherche scientifique fonctionne. Et elle a conduit dans les années 2020 à une explosion de connaissances et de pouvoirs technologiques. On a une vision absolument énorme et détaillée, même si elle n'est pas finie, sur l'infiniment grand. On a une vision très précise de l'infiniment petit qui nous a permis de conduire toutes les technologies nouvelles de l'électronique, de l'informatique et des communications. Le vivant a fait des progrès gigantesques dans la compréhension d'abord du code génétique et de ses modes d'action. Et puis, ces sciences de base ont permis l'explosion des moyens technologiques que l'on observe et qui impactent notre vie quotidienne. Donc la démarche scientifique est erratique, difficile, notamment quand elle traite du vivant. Néanmoins, à travers ces aléas, elle conduit à des réalisations et on va voir à quelques vérités scientifiques. Donc, in fine, quand les récentes analyses publiques, d'analyse d'opinion publique montrent que la confiance globale des Français, notamment, dans la recherche ou dans les chercheurs, la confiance est tout à fait positive, puisque 90% en ont une image, 80% en ont une image à peu près correcte, et seuls 10% sont vraiment sceptiques ou ont une mauvaise image, sachant en plus que ces résultats sont encore plus mauvais que la moyenne dans la mesure où par tradition et par, il y a une tradition française de scepticisme qui fait que les résultats sont encore plus positifs dans les autres pays. Donc, une certaine confiance dans la science. Alors, la question que je posais au départ, c'est est-ce qu'il existe une vérité scientifique, malgré tout, vers laquelle nous allons tendre? Alors ça, c'est un débat philosophique et épistémologique qui demanderait des heures de conférence. Je ne vais pas me lancer là-dedans, je vais simplement caricaturer complètement ce vaste débat en donnant les limites extrêmes des points de vue. D'une part, il y a, les positivistes rationalistes qui voient dans la connaissance scientifique un absolu universel vers lequel tendre, qui s'oppose à l'opinion individuelle et à l'opinion publique. Ça, c'est l'opinion de Gaston Bachelard, qui est un des fervents fers de lance de la démarche rationalisme, qui suit des grands ancêtres comme Descartes, donc pour lesquels il y a une vérité scientifique vers laquelle tous les travaux tendent et qu'un jour peut-être on atteindra. À l'inverse, à l'opposé, il y a ce qu'on appelle le relativisme scientifique. Alors il y a un relativisme scientifique savant qui est celui des sociologues et des philosophes, notamment de l'école française, qui sont l'école postmoderne, qui ont remis en cause en gros l'universalisme, et qui considèrent que l'activité scientifique c'est comme un système de croyances et de traditions orales et de pratiques culturelles spécifiques. La science, ce n'est qu'un système de croyances et de consensus au sein des scientifiques. Donc pour eux, et je caricature, les théories et les lois scientifiques sont produites dans un contexte capitaliste, occidental, rationnel, qui n'a pas plus de valeur que d'autres mythes ou cosmogonies primitives. Il est évident qu'ils ont mis progressivement un peu de l'eau dans leur vin, dans la mesure où ces positions-là sont du pain béni pour tous les adversaires de la science et qui demandent par exemple que dans les écoles on donne un égal poids à la présentation de la théorie de l'évolution et la théorie du créationnisme. Autant de poids à ceux qui croient à la Terre plate qu'à ceux qui croient à la Terre ronde, puisque tout ne serait que consensus, système de croyance au sein d'une communauté.
Voilà pour le populisme savant ou le relativisme scientifique. Il y a un relativisme populaire qu'on appelle le relativisme de la rue ou populisme, qui dit que de toute façon, les scientifiques font partie du système, c'est-à-dire le système qui nous manipule, voire qui nous opprime. Soit ils sont incompétents et ils le cachent derrière des nuages de fumée savants, ou soit ils sont achetés et corrompus et ils sont au service du système. Donc voilà deux opinions opposées. Soit on va vers une vérité, on va vers des vérités, soit au contraire, on n'est que dans l'instantané, dans des positions qui sont liées à un contexte actuel et un contexte sociologique ou politique. Bien sûr qu'en tant que scientifique, je prendrais un point de vue qui se rapprocherait sans doute des rationalistes, en mettant quand même quelques bémols, et je suivrais la position de Alan Chalmers, qui est un philosophe qui l'expose dans la fabrique de la science. C'est-à-dire que la science est effectivement conduit à un absolu, non pas absolu en soi, mais il résulte d'une démarche qui la distingue des autres démarches qui opèrent dans des champs différents. Que dit Chalmers? Il dit la science, elle a un domaine d'exercice qu'on appelle le domaine scientifique, sur lequel elle conduit à des vérités par sa démarche, même si cette démarche est erratique. Par contre, il y a plein d'autres domaines où on peut affirmer des choses, des assertions, mais qui ne sont plus du domaine scientifique. Donc si j'énonce 4 vérités, à savoir la matière est composée d'atomes, une autre vérité, certaines substances gardent un effet thérapeutique même après avoir été hautement diluées, c'est l'homéopathie, Dieu existe et même, c'est la religion, c'est le regard de l'autre qui me constitue, c'est la psychanalyse par exemple. Voilà 4 assertions qui ont toutes une certaine vérité, une certaine valeur. Seule la première est une vérité scientifique dans la mesure où elle résulte d'une démarche, et sans aller dans l'épistémologie ou la philosophie, est une vérité avérée sur laquelle personne ne reviendra. Donc, la science, la vérité scientifique, elle existe, mais elle est liée à des domaines dans lesquels s'exerce la démarche scientifique. Alors, venons-en à l'opinion, puisque c'était une partie de l'objet du débat au départ. Eh bien, le propre de l'opinion, et ça date non pas de quelques années, mais ça date de plus de 2000 ans, eh bien, Platon a déjà souligné que l'opinion est quelque chose d'intermédiaire entre la connaissance et l'ignorance. En tant qu'opinion publique, en tant que membre d'opinion publique, nous sommes tous au milieu, quelquefois très près de l'ignorance, quelquefois, quand on est un peu expert, près de la science, mais nous sommes souvent au milieu, parce que nous avons quelques idées sur des tas de domaines, sans en avoir la maîtrise absolue que doit donner la science. Que ce soit par exemple tel traitement médical. De ce point de vue-là, le sondage dans le Parisien libéré qui avait demandé aux Français s'ils pensaient que le traitement par la chloroquine était efficace, est absolument symptomatique d'un biais que l'on verra plus tard, puisque, a priori, à part 1 ou 2% de la population, qui sont des spécialistes de pharmacologie ou de médecine, il n'y avait que 1 ou 2% qui pouvaient porter un jugement scientifique sur la chose, et l'opinion a porté un jugement favorable à 80%. Donc l'opinion, on est au milieu du gué, et le problème, c'est que dans une démocratie notamment, c'est l'opinion qui, quelque part, un jour, décide. L'exemple que je donnerais, c'est par exemple l'interdiction des OGM dans l'alimentation. C'est une position qui a été fortement propulsée dans les législations européennes notamment, par l'opinion, par l'opinion publique, sachant que les scientifiques du domaine avaient une position beaucoup plus réservée et n'auraient pas forcément eu la même opinion. Donc, quelque part, c'est un domaine où c'est l'opinion qui a décidé un petit peu à l'encontre des scientifiques. Donc, opinion, milieu du gué, entre la connaissance et l'ignorance, mais quelque part un pouvoir d'influence énorme. Et ce qui rend les choses compliquées actuellement dans le débat, c'est que la science est devenue tellement spécialisée, tellement compliquée, qu'il y a énormément de domaines dans lesquels la majorité des gens, hors les cercles d'initiés, sont incapables de distinguer ce qui est
une science exacte, robuste, et une démarche qui n'en a que l'apparence. Alors, pour citer ça, je donne ici un transparent que vous prendrez peut-être en mettant sur pause le temps de lire, 2 textes traitant de la mécanique quantique, que je mets en parallèle, 2 tests de mécanique quantique, l'un qui est par un pseudo-naturopathe autoproclamé, et l'autre par un scientifique reconnu ayant un prix Nobel dans le domaine de la mécanique quantique. Si vous n'êtes pas du tout informé de la mécanique quantique, vous êtes incapable de voir que l'un est une foutaise complète et l'autre est un travail, ce n'est pas une vérité, mais un travail sérieux qui aboutit à des conclusions, à une analyse sérieuse. Donc, le public, l'opinion ne veut pas distinguer entre une science robuste et une autre démarche qui n'en a que l'apparence. Et Dieu sait si tous les charlatans s'en servent en habillant leurs élucubrations de langage pseudo-scientifique. Et puis, la relation entre la science et l'opinion va être compliquée par un autre phénomène qui a été mis en exergue ces dernières années. Alors pour l'illustrer, je pense d'abord cette image. Vous êtes dans une foule et soudainement vous voyez quelqu'un qui s'enfuit en hurlant à toute vitesse. Vous ne comprenez pas trop ce qu'il dit, ce qui se passe. Vous avez 2 positions. Soit vous dites « Oh là là, c'est dangereux, je le suis » et vous partez en courant en le suivant. Soit vous vous positionnez en disant « Je réfléchis, est-ce que c'est raisonnable, est-ce qu'il y a quelque chose, etc. » Voilà 2 positions. La première position, c'est la position instinctive, c'est le raisonnement instinctif, émotionnel, rapide et peu coûteux en énergie. Vous ne posez pas de questions, vous suivez. C'est l'instinct. Certains appellent ça le cerveau 1. Pour catégoriser, ce n'est pas un absolu, le fait qu'on ait 2 cerveaux différents, mais ça illustre une tendance de comportement de notre cerveau. L'autre cerveau, lui, il est plus réfléchi, plus analytique, plus lent, et plus coûteux en énergie, ça demande beaucoup plus de temps, de travail, voilà. Et ces 2 comportements, qui sont asymptotiques, vont donner lieu à ce qu'on appelle des biais cognitifs, qui vont biaiser la façon dont l'opinion construit son opinion sur la science et sur les faits scientifiques. Donc, les conclusions à grands traits sont que notre cerveau n'est pas une machine froide et rationnelle. Elle s'est construite au cours d'évolution pour obéir aux nécessités de la survie. Et quand on est poursuivi à l'époque préhistorique par une meute de loups, on ne s'assoit pas en réunissant une commission pour étudier la situation, on s'enfuit à toute vitesse. Et ça tient aussi du fait que notre cerveau, 90% de notre activité est en mode automatique inconscient. Pendant que nous discutons de l'opinion scientifique et d'opinion publique et de la science, eh bien, nos cerveaux continuent à s'occuper de notre corps, de la façon dont on maintient notre température, que nous tenons debout, etc. Donc notre cerveau est une machine qui fonctionne beaucoup et qui privilégie les modes automatiques et économiques, donc du point de vue énergie. C'est l'origine de biais cognitifs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif? C'est une forme de pensée qui vise à prendre des décisions rapides en situation urgente, et Dieu sait si en période de pandémie on est dans ce cas-là, mais qui dévie de la pensée logique ou rationnelle. À droite, juste pour illustrer, si vous voulez avoir le détail de la figure, allez sur le site Wikipédia. Eh bien, voilà un schéma de tous les biais cognitifs potentiels qui peuvent biaiser notre démarche rationnelle. J'insisterai, je prendrai un peu de temps pour développer un biais cognitif qui a une importance vitale actuellement et qui illustre aussi certains débats et certaines fake news qui circulent. Il a été inspiré d'un travail de 2 psychologues, Dunning et Kruger. On trace sur un axe horizontal un axe qui va graduer la compétence. On part de l'ignorance absolue jusqu'à l'expertise, différents niveaux de compétence. En vertical, on va mettre la confiance en soi et en son expertise, qui va de nul, je ne sais rien, je n'ai pas confiance, moyenne, j'ai quelques petites idées, mais je ne suis pas trop sûr, très élevé, je suis absolument sûr de moi. On s'attendrait naïvement à ce que la courbe dans laquelle se répartiraient la plupart des gens serait une espèce de ligne droite dans laquelle ceux qui ne savent rien auraient une confiance en eux nulle,
ceux qui auraient une compétence moyenne auraient moyennement confiance dans leur jugement, et que seuls les experts pourraient avoir une confiance très élevée dans leur jugement et dans leur expertise. Eh bien, malheureusement, la courbe qu'on obtient est plutôt celle-ci. C'est-à-dire que, assez vite, quelqu'un qui est ignorant, qui acquiert quelques connaissances sur un sujet superficiel, croit en avoir perçu la totalité et a atteint un très haut niveau de confiance que j'appelle le pic de l'arrogance, c'est-à-dire, ce problème-là, j'ai compris, la pandémie, j'ai lu un article, c'est un plan pour détruire l'humanité, voilà, j'y reviens plus, c'est plus un problème. Donc, très vite, partant de l'ignorance, à quelques éléments d'information, on peut atteindre le pic de l'arrogance, c'est-à-dire croire qu'on a obtenu la vérité avec une grande confiance en soi. Quand on continue à étudier le problème, on s'aperçoit que les choses sont toujours un peu plus compliquées que ça, et on perd de plus en plus de confiance au fur et à mesure qu'on acquiert des éléments d'information qui démontrent que les problèmes sont compliqués et multivariables. Et on atteint ce que j'appelle la vallée de l'humilité, c'est-à-dire on a déjà un certain niveau de compétence, mais on est conscient de la complexité des problèmes et on n'est pas très confiant dans notre opinion et l'expertise qu'on peut exprimer là-dessus. Et ce n'est qu'en continuant à travailler, en ayant une expertise de plus en plus forte, que l'on peut atteindre le plateau de la mesure, lié à une expertise complète sur un sujet. Mais vous voyez que le plateau de la mesure est en général inférieur au pic de l'arrogance, parce que dans un débat télévisé, ceux qui sont ignorants dans le pic de l'arrogance vous diront sans problème le vaccin contre le coronavirus tue, voilà, il n'y a pas à discuter, c'est ça. Alors que l'expert du domaine vous dira, dans la mesure de nos connaissances, en fonction de nos études, et si, sous réserve d'études supplémentaires etc., je peux conclure que les vaccins ne sont pas dangereux, etc. Donc vous voyez bien, tout de suite, l'expert va, disons, orner ou entourer ses avis de précautions qui sont celles nécessaires à tout scientifique. Donc vous voyez tous les jours à la télévision la discussion entre les arrogants et les mesurés. C'est l'effet Dunning-Kruger qui amène les personnes les moins compétentes à surestimer leurs compétences et les plus compétentes à les sous-estimer. Un bel exemple d'effet de Dunning-Kruger, c'est ce jeune homme-là qui l'a démontré, qui a priori n'a pas de compétences, qui un jour a sorti des messages sur Internet qui ont été multipliés à des millions d'exemplaires, indiquant qu'il avait trouvé la preuve que c'était l'Institut Pasteur qui avait inventé le coronavirus pour vendre des vaccins. Ce jeune homme ne savait absolument pas ce qu'est la technique de dépôt de brevet, et que dans un dépôt de brevet, notamment, on appelle les auteurs du brevet des inventeurs. Donc l'inventeur dans un brevet, c'est pas celui qui invente, c'est celui qui dépose le brevet, etc. On pourrait faire l'analyse. Ce jeune homme était au sommet du pic de l'arrogance, en ayant lu une ou deux choses sur une base de données, a cru comprendre l'ampleur du problème et l'a divulgué partout. Un bel exemple d'effet de Dunning-Kruger. D'autres biais cognitifs interviennent. Il y a le biais d'ancrage. Alors celui-ci, chacun d'entre nous n'a pu se l'observer sur soi-même. C'est-à-dire que quand on découvre un sujet nouveau, on regarde des informations et assez vite on se fait une opinion. Assez vite, ça ne coûte pas trop cher. Par contre, lorsqu'on a une opinion et qu'on continue à s'informer, avant vraiment de changer cette opinion, eh bien, à partir des informations nouvelles, il faut vraiment accumuler beaucoup d'informations pour accepter d'admettre qu'on s'est trompé et de changer d'opinion. Donc, de manière symbolique, je dis que si se donner une opinion coûte 1, changer d'opinion coûte 10. C'est ce qu'on appelle le biais d'ancrage. On est ancré sur la première opinion qu'on s'est donnée. Le biais de confirmation, c'est celui que j'ai illustré avec l'histoire des bienfaits du vin. Eh bien, le biais de confirmation, on recherche et on prend en considération que les informations qui confirment les croyances et ignorent ou discréditent celles qui les contredisent. Au départ, j'avais un biais de confirmation, j'aime bien boire un verre de vin rouge de temps en temps, donc j'ai accepté tout de suite l'étude ou l'information qui me disait que c'était bon pour la santé. Il a fallu lutter contre moi-même pour continuer à faire des recherches pour aboutir et aller voir des informations qui contredisaient ça. Biais de confirmation, là aussi, ne vous laissez pas avoir. À chaque fois que vous avez des informations qui vont dans votre sens, prenez du recul et dites:
oui, c'est intéressant, mais il n'y a pas de raison que j'admette complètement cette information au prétexte qu'elle va dans mon sens. Biais de croyance, qui est aussi illustré sur tous les sites, j'allais dire, dits qui traitent de ces sujets-là, les disques complotistes, j'allais dire, les sites complotistes. C'est-à-dire que quand on a une croyance, on admet n'importe quel argument du moment que la conclusion nous convient et correspond à nos attentes. Si bien sur tous ces sites-là, vous pouvez dans la même foulée, quelquefois dans la même personne, trouver des arguments comme quoi la pandémie n'existe pas, que c'est une petite grippette qui n'a pas du tout d'effet, et en même temps que c'est un complot totalitaire pour détruire le monde. Ça ne gênera pas du tout toutes les personnes qui sont convaincues, qui croient, et qui donc vont empiler, c'est ce qu'on appelle aussi le millefeuille argumentaire, qui vont empiler des tas d'arguments pour conforter leurs croyances, même s'ils n'ont aucune logique interne. Rapidement, mais celui qui est très important, l'illusion de la corrélation, c'est-à-dire, en particulier quand le résultat nous plaît, un bel exemple, c'est celui qu'on a vu qui traîne encore beaucoup sur le problème des morts, des personnes qui sont mortes après vaccination. On passe assez rapidement des centaines de morts après vaccination par le vaccin de Pfizer, qui est une corrélation. On a trouvé qu'il y a vaccination, centaines de morts, à l'échelle européenne par exemple. Eh bien, très vite, dans certains débats, devient des centaines de morts causées par le vaccin de Pfizer. Et ce sont deux choses différentes. Corrélation n'est pas preuve. C'est pas parce qu'il y a des gens qui meurent après avoir été vaccinés qu'ils ont été tués par le vaccin. Ils seraient peut-être morts autrement aussi. Et les gens meurent tout le temps, même quand ils ne sont pas vaccinés. Donc là aussi, il y a tout un travail pour distinguer dans la corrélation quel est l'effet de causalité. Et enfin, et ça c'est ce que vous observez tous les jours, notamment dans les moyens audiovisuels, toujours basé sur des arguments émotionnels, alors que ces problèmes majeurs devraient être traités sur les éléments rationnels. Et donc, vous aurez d'une part un scientifique qui va parler en statistique, en raisonnement, en parlant des proportions d'éléments guéris, de gens, etc. Et à côté, vous aurez quelqu'un, oui, mais moi, mon cousin, il est mort après avoir été vacciné, etc. Donc, d'un côté, argument émotionnel, de l'autre côté, argument rationnel, il n'y a beaucoup de difficultés pour aboutir à un accord entre ces deux points de vue. Alors, nous sommes toujours dans ce débat entre l'opinion à cheval entre l'ignorance et la science. L'opinion est au milieu. Nous voyons aussi que nous autres membres, participants de l'opinion, quand nous essayons de nous déterminer sur la science, nous sommes pollués par des biais cognitifs qui vont nous faire prendre des positions rapides, puisque nous sommes au milieu du gué. Et donc, les biais cognitifs peuvent polluer notre rationalité. Eh bien, le seul biais que devrait normalement exister pour traiter ça, c'est l'expertise. Les experts sont là pour décoder la science, en sortir les éléments compréhensibles par tous, pour que chacun puisse se faire une opinion rationnelle sur les sujets. Donc, l'expertise, c'est la production de connaissances intégrées des processus de prise de décision ou d'information. Donc l'expert, c'est l'interface nécessaire entre la science et la société. Malheureusement, et ça, plus que peut-être qu'une crise de la science actuellement, ce que l'on observe, c'est une crise de l'expertise scientifique. Mathias Girel, un sociologue, disait que la science elle-même est plus robuste que jamais dans ses démonstrations, prédictions et applications, mais on peut en effet parler d'une crise de dévalorisation du savoir et de l'expertise. On va voir que ça, c'est la plaie actuelle du fait que les experts sont de plus en plus décrédibilisés, en France notamment, puisque je cite ici 3 exemples tirés au hasard d'affirmations ou de livres, de sites, etc., qui vont à l'encontre des expertises scientifiques les plus reconnues. La Terre est creuse, par exemple, ou que le lien entre vaccin et autisme, qui est issu d'une publication frauduleuse vieille de 20 ans, et qui circule toujours malgré que les experts en aient démontré la fausseté et l'inanité, eh bien, ceci continue et
les avis d'experts sur ces sujets-là vont peut-être souvent à l'encontre même du but recherché, puisque les personnes diront si les experts vont dans ce sens-là, c'est qu'ils sont achetés et qui défendent par exemple la Big Pharmacy, ou etc. Et dans ce jeu-là, la France est championne du monde, puisque dans toutes les analyses transnationales, la France est le pays le plus sceptique et pour lequel les fake news sont les plus suivis. Alors, les experts sont mis en cause, donc cela se traduit par exemple, comme l'a démontré un sondage IFOP récent, que malgré l'avis des experts, malgré le consensus obtenu, eh bien 20% des Français pensent que les traînées blanches des avions, les chemtrails, sont répandues pour des raisons secrètes. Les avions à réaction ont toujours fait des traînées blanches, mais depuis quelques années, certains pensent qu'ils sont utilisés pour disperser des produits chimiques sur les populations pour les mettre en condition. 18% pensent que la Terre a été créée il y a moins de 10 000 ans. Il y a quelques experts quand même qui prouvent que le contraire. 16% que les Américains n'en sont jamais allés sur la Lune et que 9% que la Terre est plate. Donc on le voit bien que dans la population, progressivement, s'est créée une partie de la population qui rejette non seulement la science, mais surtout aussi les experts. Et donc ceci ne relève plus d'une démarche rationnelle, mais relève d'un problème de société qui ne sera pas résolu par la science. Il n'est pas du tout évident que plus vous mettrez des experts pour démontrer qu'il n'y a pas de produits chimiques dans les traînées d'avions à réaction, eh bien, plus une fraction de la population pensera que s'ils prouvent et s'ils veulent vraiment nous prouver ceci, c'est signe qu'il y a quelque chose de caché et que certainement nous avons raison de nous méfier. Donc il y a une spirale actuellement de fake news, de remise en cause de l'expertise qui s'auto-alimente et qui aboutit à ce que il y ait une scission entre la population sur les grands problèmes de société que sont la vaccination, les pandémies ou par exemple les traitements OGM ou tout autre problème de société. Donc un rapport scientifique du CNRS, du comité d'éthique, dont je connais un certain nombre de personnes qui sont des gens qui ne sont pas des fanatiques du rationalisme, ont sorti un rapport sur ce sujet-là et qui démontre par quel biais notamment le populisme scientifique s'est établi dans une partie de la population, ayant comme mantra « les experts font partie du système », ce qui se traduit par des méfiances à ceux qui s'expriment et qui ne donnent pas des solutions simples, rejet des affirmations des scientifiques parce qu'ils sont jugés compromis avec les gens qui conseillent, fascination par les personnalités qui s'affirment par les défis contre la représentativité académique. Suivez mon regard et allez vers Marseille, vous aurez quelques exemples. Donc le populisme scientifique est devenu une composante importante d'une partie de la population française et dans le monde. Alors en guise de conclusion, qu'est-ce que l'on peut conclure de ce parcours qui est loin d'un parcours rose et optimiste? Je vais conclure pour un petit peu ces deux remarques que l'on peut faire pour soi-même. Eh bien, il faut revenir à la pratique du doute raisonnable et positif. Non pas le doute qui critique tout, en disant rien n'est sûr, mais le doute raisonnable. On sait depuis Descartes, il y a quelques siècles quand même, que pour examiner les vérités, il a besoin une fois dans sa vie de mettre toute chose en doute autant qu'il se peut. C'est-à-dire, il ne faut pas considérer toute affirmation comme acquise, il faut aller derrière, il faut analyser, essayer de voir au moins des éléments qui justifient. Donc le doute est une arme absolue, raisonnable, mais positive, parce qu'elle permet quand même de dégager des opinions. Mais le problème, c'est qu'un grand nombre de personnes, je ne sais pas quelle est la proportion, n'admettent pas le doute. C'est-à-dire des personnes se sentent complètement déstabilisées et inconfortables dans une situation de doute. Elles veulent des vérités, elles veulent des croyances, même si c'est irrationnel. Et donc, comme disait Freud, il faut apprendre à supporter le doute qui est attaché à la connaissance scientifique. On peut douter de certaines choses et très bien vivre en attendant que progressivement le doute se lève au fur et à mesure que les recherches avancent. Ensuite, et ça c'est plus problématique, je conclurai avec Nietzsche que c'est pas le doute mais la certitude qui rend fou. Effectivement, le doute maintient dans un état d'éveil, dans un état d'ouverture, d'accueil sur les points de vue, alors que ceux qui ont des certitudes absolues s'enfoncent dans leur certitude, dans leur croyance, et comme dit Nietzsche, ce n'est pas le doute qui
qui rend fou, mais c'est la certitude qui peut conduire certains à des comportements loin de la rationalité. Donc, en conclusion, douter de soi-même, être conscient de ses biais cognitifs, et puis débrancher de temps en temps son cerveau intuitif émotionnel, son cerveau 1, et brancher le cerveau 2, même si ça coûte un peu plus. Voilà. Voilà ce vaste tour d'horizon sur un sujet complexe dont je vais essayer en conclusion de sortir les éléments saillants. D'abord, nous avons vu le contexte de la pandémie, introduisait un brouillard et des incertitudes qui fait que le public est en droit de remettre en question la démarche scientifique et même les vérités scientifiques si elles existent. Derrière ceci, il y avait des interrogations et une ignorance peut-être de la démarche scientifique elle-même, dans la mesure où cette démarche scientifique, lorsqu'elle était cachée dans les laboratoires et que le public ne voyait apparaître que les résultats confirmés, ne posait pas de difficulté. Mais depuis la pandémie 2019, vu l'urgence, eh bien, la démarche scientifique, elle est au grand jour, elle apparaît tous les jours dans les journaux, dans les revues et dans les débats. Donc le public découvre, j'allais dire, les dessous de la cuisine, au lieu de ne voir que les plats une fois terminés. Donc cette démarche scientifique est une démarche qui est compliquée, qui est soumise à beaucoup d'aléas, mais qui aboutit in fine à des faits scientifiques avérés, voire à des vérités qui sont beaucoup plus larges. Malgré les biais, malgré les lobbies, malgré les ambitions personnelles, malgré le fait que dans les sciences du vivant et du science médicale, il y a une variabilité, des fluctuations dont il est très difficile de s'abstraire pour sortir des vérités absolues. Et puis, nous avons vu que dans ces débats, pour se forger une opinion, le doute est l'arme absolue, et le doute positif, l'analyse critique des faits et des données, mais que ce doute-là est actuellement la faiblesse, le talon d'Achille de la science, puisqu'il est utilisé par les marchands de doute, tous ceux qui n'ont pas intérêt à ce que la science débouche sur tel ou tel fait ou vérité, sur tel ou tel traitement qui nuirait à leurs intérêts politiques, idéologiques ou financiers. Donc les marchands de doute utilisent le doute pour saper la confiance ou l'aboutissement à des vérités et des faits scientifiques. Et puis nous sommes, nous, l'opinion, dans tous ces débats-là, à mi-chemin entre l'ignorance et la science. Nous cherchons à avoir des informations pour nous rapprocher de la science et avoir donc des opinions qui soient basées sur des faits stables, des faits avérés. Le rôle des experts est essentiel. Malheureusement, dans la période actuelle, il est complètement déconsidéré, puisque l'expertise n'est pas recherchée pour justement pour trouver les faits les plus rationnels, les plus évidents. En fait, l'expertise est recherchée pour consolider nos croyances préacquises et on va admettre les expertises quand elles vont dans notre sens et discréditer les experts lorsqu'ils vont dans des conditions différentes. Il y a donc dans cette recherche-là de l'opinion vis-à-vis de ces grands problèmes aussi un biais qui est le bien de toute l'humanité, qui est ce qu'on appelle les biais cognitifs, qui fait que, loin d'être des personnes rationnelles, posées, calmes, qui analysent les situations, eh bien, nous sommes des êtres qui souvent agissons par des biais instinctifs qui résultent de l'évolution des espèces et qui se sont sédimentés dans nos comportements actuels d'êtres humains et qui aboutissent à des comportements rapides, irrationnels, dont certains que j'ai pu illustrer par certains et dont vous pouvez voir les traces dans beaucoup de débats publics et pour lesquels il est sain d'essayer de se prémunir soi-même. Voilà, bon courage et peut-être que dans 1 ou 2 ans, nous ferons un nouvel état de l'opinion et des relations entre l'opinion et de la science, peut-être avec une pandémie enfin vaincue.